Si vous appréciez l'émission, si elle vous fait passer un bon moment, n'oubliez pas que vous pouvez la soutenir sur patreon.com/rdvtech, comme l'ont fait Vincent Di Natale, FCS 511, Thomas Chauvin, Ludovic Carcelles et Mathieu Berthier. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. On fait le gros du travail pour vous, on lit toutes les news, on lit toutes les analyses, on étudie tout ça de très près et on vous en ressort la substantifique moelle, comme j'aimais à le dire il y a quelque temps. Je pense qu'il est temps que l'expression revienne au goût du jour dans l'émission. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, j'ai l'une des émissions les plus difficiles que je vais faire de ma vie, parce que je vais essayer de vous convaincre d'un truc dont vous ne voudrez jamais être convaincu. On va voir si j'y arrive. Je vais laisser le suspense. Juste vous donner un indice, ça a à voir avec des armes à feu et les États-Unis. Donc, vous voyez, ça va être intéressant. On va aussi parler de robots qui font des pizzas et d'autres boulots qui vont venir nous prendre, de la Surface Go de Microsoft qui a été annoncée et de plein d'autres petites choses, notamment le dérapage total de Elon Musk qui semble avoir complètement perdu les pédales. On parlera d'autres choses également, mais avant de se lancer, donc, je voudrais welcomer, on va commencer avec les anglicismes, je voudrais accueillir les deux co-animateurs de cet épisode. D'un côté assez éloigné, c'est Jeff Clavier qui nous rejoint de la Silicon Valley. Comment ça va, Jeff ? Ça va très bien, bravo les Bleus. Voilà. Un super moment à partager. Les gens de la vallée, les Français et ceux qui supportaient les Bleus ont été très heureux de leur victoire. Bravo. Vous vous êtes retrouvés genre entre expats quelque part pour regarder le match tous ensemble ? Beaucoup l'ont fait. Il y avait un énorme grand écran à San Francisco organisé par le consulat. Mais ça voulait dire se lever à 6h30 un dimanche matin, donc j'ai mis mon réveil à 7h55 et je me suis bravement descendu dans mon salon pour regarder la télé. J'ai regardé le match avec ma fille. Très bien, bravo. Avec nos jerseys bleus tricolores de l'équipe de France. J'avoue que moi j'ai regardé aussi, j'étais bien sûr super content machin, et après je suis allé sur Twitter, j'ai fait goal machin, j'ai regardé avec mon fils qui a 6 mois, donc il était pas très intéressé, mais bon, c'était quand même un petit peu hypocrite parce que c'était le premier match de la Coupe du Monde que je regardais. Je me suis dit bon allez, la finale quand même, il va falloir que je regarde. Bon, j'étais content d'avoir regardé quand même, bien sûr. Et de l'autre côté des micros, on a Marion qui nous rejoint, elle, de Paris. Moi, je suis en Finlande, donc on a vraiment une émission internationale aujourd'hui. Marion, la question importante, est-ce que tu as regardé la finale, toi aussi ? Bien sûr, j'ai regardé la finale. On a regardé ça avec un couple d'amis français et un couple d'amis américains. Puis après, on est allé faire le tour des bars de Montmartre pour profiter de l'ambiance. Pas mal. J'ai cru que tu allais dire un couple d'amis français et un couple d'amis croates. Là, ça aurait été peut-être un petit peu dangereux. Ouais, là, ça aurait été animé comme soirée. Mais ouais. C'était très sympa, très bonne ambiance. Bon, en même temps, ils avaient l'air d'être quand même tous assez... comment on dit, bon jeu, fier jeu, bon joueur, voilà, dans le match à la fin, ils s'embrassaient et tout, ça avait l'air d'être quand même assez bon esprit sportif, quoi. Donc, comme quoi c'est possible. Sauf quand même, il y a Griezmann qui a fait la danse du loser de Fortnite quand il a marqué. Ça, c'était un petit peu quand même mauvais esprit, mais c'était marrant de voir Fortnite là encore dans une compétition sportive. Bon, bah écoutez, on va parler tech un petit peu, on va arrêter de parler foot, et j'aimerais vous parler d'un sujet... Attends, des champions du monde, une fois tous les 20 ans, faut pas déconner, on peut en parler quand même. Faut en profiter. C'est vrai que ça arrive pas souvent. Moi, il y a 20 ans, j'étais un petit con quand même, hein. J'étais très fier de ne pas avoir regardé la finale. J'étais genre avec mes amis, on faisait genre on n'aime pas le foot, et on avait fait une partie de jeu de rôle, et on était ressortis dans les rues vides de Paris. À un moment, on a entendu
la clameur montait dans toute la ville, on s'est dit ah ouais, là les Français ont dû marquer. De toute façon, on n'aime pas le foot. Et aujourd'hui, je regrette. Franchement, comme j'étais je disais un petit con. Bon, c'était une autre époque aussi. Bref, donc voilà, cette fois-ci au moins j'ai pas raté. Et mon fils, quand on regagnera dans 20 ans, il pourra dire bah oui, moi j'ai regardé il y a 20 ans bien sûr, et il pourra avoir cette fierté que moi je ne peux pas avoir aujourd'hui. Donc j'ai fait quelque chose de bien quand même de mon dimanche. C'est beau. N'est-ce pas? Donc, bon, voilà, chapitre football tourné, on va parler un petit peu d'un truc un petit peu plus sérieux, à savoir des armes à feu et la confection d'armes à feu par imprimante 3D. Alors, ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé d'imprimante 3D, c'est vrai que ça fait partie des technologies dont on pensait qu'elles allaient peut-être s'installer chez tous les consommateurs, chez tous les gens normaux, et finalement ça n'a pas été le cas. Mais cette affaire est quand même particulièrement intéressante. C'est l'affaire qui oppose le département de la justice américaine, le département, à Cody Wilson, qui est un libertarien assez extrême et qui a fait de son combat libertarien un combat légal et même plus que ça technologique pour pour avoir la possibilité de concevoir et de diffuser des plans pour imprimer en 3D des armes à feu. Alors, il l'avait fait il y a 5 ans, je vais vous résumer un petit peu l'affaire. Il y a 5 ans, il conçoit un plan pour imprimer son Liberator, qui est donc son arme à feu qu'on peut imprimer en 3D, et il met le plan à disposition sur son site internet. Une semaine plus tard, le département de la justice lui envoie un petit message en disant « Monsieur, veuillez retirer ça tout de suite ». Il avait été déjà téléchargé une centaine de milliers de fois, donc bon, il était dans la nature, mais il dit « Veuillez retirer le plan de votre site tout de suite ». Et en plus de ça, on va avoir à vous parler un petit peu. Cody Wilson, qui est vraiment quelqu'un qui a une idéologie, une philosophie qui est plus profonde que simplement l'idée d'imprimer une arme à feu, a fait une chose complètement inattendue, qui était de se battre légalement contre la demande du département de la justice. Le combat a duré 5 ans. Au départ, les avocats qu'il avait lui disaient qu'il n'allait certainement pas gagner. Il a changé d'avocat. Il a trouvé des gens qui avaient trouvé une ligne de défense qui tenait. La ligne de défense étant que... alors, je sais que ça peut paraître un petit peu étrange en France, mais il met en équivalence le premier amendement et le deuxième amendement, c'est-à-dire la liberté, je perds mes mots, la liberté d'expression, que j'ai failli appeler la liberté d'impression, ce qui serait approprié pour l'impression 3D. Donc la liberté d'expression et le fait de pouvoir, le deuxième amendement, l'amendement qui dit que les Américains peuvent être armés. On va pas repartir sur ce débat, mais c'est les deux qui sont mis en relation. Et donc, il dit que sa liberté d'expression inclut le fait de pouvoir parler par le biais d'un document qui est à disposition sur son site web, même si le document est les plans d'une arme. Parce que la liberté d'expression, c'est pas juste le fait de pouvoir dire quelque chose, c'est le fait de pouvoir mettre à disposition de l'information. Ça c'est pas controversé. Le fait de mettre à disposition de l'information fait partie aussi de la liberté d'expression. La question de savoir est-ce que ça inclut une information qui vous permet d'automatiser le processus de confection d'une arme, c'est là que tournait tout le problème. Donc, ce procès s'est perdu dans les méandres légaux pendant 5 ans, et il y a quelques semaines, le procès a été en fait arrêté, et il y a eu un accord qui a été trouvé entre le département de la justice et Cody Wilson, qui en fait arrête les poursuites du département de la justice, autorise Cody Wilson et d'autres et n'importe qui à concevoir et mettre à disposition ce type de plan pour imprimante 3D et c'est tout en fait. Alors je ne sais pas si le gouvernement américain actuel a quelque chose à voir avec cette décision ou cet abandon de l'action légale, mais le fait est que maintenant n'importe qui a le droit de concevoir et de mettre à disposition
des documents de ce type, des plans de conception d'armes à feu pour imprimante 3D. Donc là, je me tourne vers mes invités et je vous demande ce que vous en pensez, ce que vous pensez de cette histoire. Évidemment, c'est éminemment technologique. Une imprimante 3D, ça coûte de moins en moins cher. Si tout le monde peut imprimer une arme à feu, ça a des conséquences. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça ? Peut-être Jeff, qui vit et qui baigne dans la culture américaine depuis longtemps ? Oui, bah, c'est de la connerie en barre dans la lignée de tout ce qui est action de la NRA, donc le lobby qui organise tous les gens qui sont pro-armes, pro-gun aux États-Unis. Et c'est malheureusement une suite logique de ça, puisqu'ils vont tout faire pour que quiconque qui veut porter une arme, amener des armes, vendre des armes, puisse le faire de façon complètement libre. Ce à quoi je pense immédiatement, c'est tu fais donc de l'impression 3D d'une arme à feu avec du plastique. Comment tu fais pour détecter ça à bord des avions? Parce que c'est toujours le gros problème que l'on a, c'est comment on évite des détournements à la 11 septembre 2001. Et je ne sais pas exactement comment ça va les deux choses vont se ramener. Donc je ne sais pas si... ça ne m'étonne pas, puisque de toute façon, l'administration est pro-gun, et les républicains sont maqués avec la NRA, mais je pense que ça va avoir des implications qui sont vraiment très sérieuses. Ok, c'est à peu près la réaction que j'attendais et que j'imagine la plupart des auditeurs vont avoir. Marion, est-ce que tu es sur la même ligne ? Est-ce que tu penses que c'est dangereux ? Évidemment, là, c'est vrai que tu as deux Français et c'est vrai que la culture est vraiment pas du tout la Français, même. oui et non. Enfin, remarque, Jeff, je sais pas si tu as gardé ta nationalité française, peut-être que oui, mais tu es aussi américain. Donc, on a une Française et un américain. Oui, je suis américain. Ok, d'accord. Autant pour moi, mais bon. Pas depuis très longtemps, mais quand même, oui. Je pense que là-dessus, on a quand même une culture et une sensibilité par rapport aux armes à feu qui n'est absolument pas la même que les Américains. Et du coup, on n'a pas du tout la même perception des armes à feu. Ce qui est encore plus inquiétant également, c'est que oui, on peut parler d'armes à feu avec des morceaux en plastique, mais c'est pas que ça également. C'est que le Cody Wilson, il a quand même aussi mis au point la machine là qui permet de faire les armes en aluminium aussi. Oui. Donc, maintenant qu'il a les mains libres en quelque sorte, alors il a une société qui emploie aujourd'hui une quinzaine de personnes et leur projet qui est le plus populaire aujourd'hui, c'est plus une question d'arme à feu à imprimer, c'est une sorte d'extrudeur qui prend les mesures d'armes comme des AR-15 et des armes un petit peu plus sérieuses que juste un petit pistolet en plastique et qui vous permet d'extruder des morceaux d'aluminium et de concevoir des armes plus sérieuses, effectivement, et c'est ça qu'il vend. Il en a vendu quelques milliers. Et ils vont toujours un petit peu plus loin. C'est pour ça que je disais, il y a une sorte de ferveur idéologique dans la démarche de Cody Wilson. Tout à fait, c'est-à-dire que alors il y a plusieurs aspects qui sont inquiétants. Donc il y a cette machine qui va permettre justement de concevoir des armes à feu qui sont d'une qualité quand même supérieure. Il y a aussi le recensement de toutes les armes à feu qui existent pour créer une espèce de bibliothèque géante parce qu'il a une machine. Alors tu vas me corriger Patrick parce que je connais pas les détails, mais une machine optique qui va permettre d'examiner en détail la forme d'une arme à feu existante pour pouvoir la retranscrire en fichier téléchargeable et la mettre à disposition sur le net. Tout à fait. Et enfin, il a la volonté d'avoir une vraie bibliothèque entre guillemets pour pouvoir être reconnu par l'État fédéral et pour pouvoir mettre à disposition les fichiers dans cette bibliothèque également physique, là dans le lieu même de la société. Et être en tant soit peu protégé par rapport à cette distribution d'informations. Ouais. Donc très certainement, il y a de quoi nous donner des sueurs froides. Et c'est là que commence mon entreprise contrarienne, ou la tentative que je vais faire d'essayer de vous convaincre que tout ça est vrai, mais
les choses ne sont pas aussi simples et binaires qu'on pourrait le penser. Et on va voir si je vais y arriver. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable comme j'en ai l'habitude. Et je suis même pas sûr, moi, de pouvoir réussir, mais on va voir. Parce qu'il y a vraiment des arguments ou des éléments de réflexion à mettre en opposition à cette condamnation unilatérale. Moi-même, j'ai été scandalisé quand j'ai lu les résumés de cette décision. Et très certainement, il y a un problème d'armes à feu aux États-Unis. Mais dans ce cadre précis, sa défense... alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le fait que l'idée de mettre à disposition ces éléments est difficile à contrôler. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut l'autoriser sans aucune restriction, mais c'est difficile à contrôler. Est-ce que, pas juste parce que c'est déjà disponible, c'est déjà dans la nature, mais si jamais on met à disposition des morceaux génériques de machins en 3D qui, une fois assemblés, comme des sortes de Lego, vont pouvoir faire une arme ou d'autres choses. Est-ce qu'il faudra bannir la mise à disposition de ce type de plan ? Parce que oui, c'est effectivement des morceaux qu'on va tous mettre ensemble, qui sont tous imprimés d'un coup, enfin même pas simplement d'un coup, mais c'est plein de petits morceaux différents qui chacun imprimés indépendamment les uns des autres ne vont pas permettre de faire quoi que ce soit. Donc si ils se mettent à mettre à disposition ce type de petits morceaux d'armes, est-ce que ça aussi, ça serait interdit ? On rentre dans des domaines où il est difficile de vraiment réguler la chose de par la nature de la chose informatique. Il y a aussi le fait que imprimer tous ces trucs, c'est une chose, mais vraiment assembler ces morceaux-là, on a beaucoup plus vite fait, que ça soit aux États-Unis ou même en France, dans l'état actuel des choses, d'aller acheter un fusil de chasse, par exemple, je parle de la France, ou même une arme à feu si on a un permis tout bête à obtenir, dans un lieu d'où on peut l'acheter déjà tout fait. Et tout ça est également sous-tendu par l'idée que la personne qui met à disposition ces plans n'est pas la personne, d'une part, qui imprime, et d'autre part, qui prend l'arme et va commettre un méfait. Donc il y a un cheminement psychologique qui est très important et qui est très dangereux. C'est l'idée que la personne qui commet le crime est responsable, et pas la personne qui va simplement lui donner une information que l'autre personne va ensuite utiliser pour commettre le crime. La personne qui va imprimer, qui va faire le plan d'une arme à feu, c'est pas la personne qui va utiliser l'arme à feu pour commettre un crime. Donc il y a quand même une séparation importante à faire là-dedans. Donc tout ça, c'est des arguments importants, mais il y a un autre argument qui, je pense, est encore plus sensible pour des gens comme nous, surtout ceux qui ont connu Internet dans les années 90. Et je pense que le parallèle, là, va peut-être vous faire adoucir un petit peu votre idée. Est-ce que vous savez ce qu'est The Anarchist Cookbook ? Non, j'ai pas de réponse. Ouais, c'est un truc que tu trouves sur... je sais pas si c'est online ou si c'est sur le dark web, où tu trouves comment faire des bombes et des machins et des trucs. Exactement. Alors, The Anarchist Cookbook, c'est un livre qui a été écrit dans les années 70, au début des années 70, par quelqu'un qui a ensuite regretté de l'avoir écrit, peu importe. Mais c'est un livre qui est assez sulfureux, presque littéralement, parce que il recense tout un tas d'informations qui pourrait être utile, on va dire, à de la guérilla ou en scénario d'apocalypse ou ce genre de choses. Il y a des choses sur les poisons, sur la manipulation de technologies de l'époque, genre pour les téléphones, etc. Et notamment, la partie la plus importante, c'est la confection de bombes. Et la confection de bombes à partir de choses qui sont disponibles dans un supermarché, quoi. Et cet Anarchist Cookbook, je me souviens qu'au début
dans les années 90, quand Internet commençait à prendre de l'essor, c'était l'un des trucs où on se disait ah là là, tu peux récupérer The Anarchist Cookbook et tu pourrais faire des bombes chez toi sans aucun problème, de la même manière que tu peux prendre un couteau pour aller poignarder quelqu'un. Et The Anarchist Cookbook permet vraiment de faire des bombes, de la TNT, ce genre de choses. Alors bien sûr, c'est pas hyper facile peut-être, mais il y en a qui sont plus faciles à faire que de la TNT. Je vous avoue que je suis pas complètement au fait de la facilité des différentes mixtures pour faire des bombes, mais je l'avais trouvé quelque part, je sais plus si je l'avais récupéré ou pas, mais c'était genre marrant de voir qu'on avait accès à ce type de choses interdites. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, dans l'esprit peut-être un petit peu naïf de l'internet des débuts, tout le monde se disait oui, enfin bon, on va pas interdire le livre Anarchist Cookbook, c'est pas les gens qui vont enfin ce genre d'informations, elles sont déjà disponibles, c'est un fait. Les gens qui veulent faire des bombes, ils savent comment faire des bombes avec des choses qu'on achète dans un supermarché. Et The Anarchist Cookbook, c'est pas non plus quelque chose c'est pas une de la même manière que regarder des sites de djihadistes ne veut pas dire que vous êtes un djihadiste, le fait d'écrire ou même de lire The Anarchist Cookbook ne fait pas de vous un incendiaire, quelqu'un qui va mettre des bombes partout. Plus encore, je regardais il y a quelques heures, j'ai googlé The Anarchist Cookbook, j'espère que je ne suis pas sur les fichiers de la NSA maintenant, mais j'ai googlé ça, et bien figurez-vous qu'il est disponible en vente sur Amazon pour 30 €. Ah oui. On ne parle pas du dark web, on ne parle pas de sites qui archivent toutes les données possibles. Sur Amazon, il est en vente ce livre. Pour faire des bombes. Alors vous savez quoi, c'est Amazon Prime Day aujourd'hui. Voilà. Profitez-en. Donc, j'ai pas l'impression. Alors, The Anarchist Cookbook est disponible depuis les années 70. Ça fait presque 50 ans qu'il est disponible. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait eu, en raison de cette œuvre qui a été écrite, enfin de ce livre qui a été écrit. Bien sûr, il était scandaleux, controversé, tout ce que vous voulez. Mais j'ai pas l'impression que il y ait eu une recrudescence des gens. Alors évidemment, on va parler de bombes, mais c'est pas The Anarchist Cookbook qu'ils ont employé, je pense. Et si c'est le cas, ils auraient pu trouver les informations ailleurs. Quelle est la différence entre The Anarchist Cookbook c'est encore plus facile, on n'a pas besoin d'une imprimante 3D, on n'a pas besoin d'assembler un machin qui est beaucoup plus difficile à assembler qu'on ne pourrait le penser, ou à machiner de l'aluminium pour faire un faux AR-15 qui va être mal foutu, qui risque de vous exploser dans les mains. On a juste à faire des mélanges entre de je ne sais quels composants de cuisine achetés au supermarché. J'ai pas l'impression que ça soit très différent intellectuellement, que l'idée soit très différente. Donc, ok, les impressions d'armes à feu, c'est pas génial, mais je sais pas, moi ça me met un petit peu de nuance dans mon opposition à la chose, toute cette histoire. Quand j'y réfléchis un petit peu, je me dis, est-ce que c'est pire ? Donc je me retourne vers Jeff. Est-ce que c'est pire que The Anarchist Cookbook, par exemple ? Ah ouais, voilà. Non, ça, c'est pire au sens où tu as juste à downloader un modèle et appuyer sur un bouton print, alors que je sais pas parce que j'ai jamais ouvert le Anarchist Cookbook, mais j'imagine que quand tu essaies de faire tes mélanges, tu as une grande chance de te faire péter la tronche, ce qui arrive à ceux qui construisent les bombes. Donc voilà. Je pense que les armes à feu imprimées, si elle n'est pas super bien imprimée, elles risquent de te faire exploser la main aussi. Hein. C'est pas non plus une science exacte, je crois. Non, enfin, en gros, c'est pas parce que tu as une expression c'est toujours les limitations du free speech. C'est-à-dire que quand tu pousses le free speech à son extrême, tu te retrouves avec des choses comme le Anarchist Cookbook, tu te retrouves avec des plans pour des armes partout sur Internet parce que c'est la libre expression des personnes. Et malheureusement, ici, là où beaucoup de gens en fait reconnaissent le droit de tout Américain, parce que de toute façon c'est dans la Constitution, de porter des armes, ça a juste été
déployés de façon absolument stupide, à un point où tu peux être un malade mental reconnu et toujours acheter une arme. Non, mais je suis d'accord. Mais moi, ce qui donc, m'intéresse là, c'est spécifiquement cette idée que on a déjà le cookbook depuis bien longtemps et c'est la diffusion de l'idée et pas l'exécution. C'est pas le type qui écrit le cookbook qui va aller se faire péter dans un avion où, tu vois, il y a une distinction entre la police de l'action et la police de l'idée. Et est-ce que c'est pas pareil avec le pistolet? Parce que The Anarchist Cookbook, on parle plus des États-Unis. Il est disponible dans tous les pays du monde, ou enfin peut-être pas tous, mais enfin dans une bonne partie des pays du monde, tu vois. Non, j'ai pas l'impression de t'avoir convaincu quand même. Non. D'accord, ok. Marion, est-ce que j'ai eu un petit peu plus de succès avec mon argumentaire? Je suis désolée, mais je vais avoir du mal à être d'accord avec toi. Après, maintenant, le problème, c'est qu'on peut très bien donner son avis sur ce qui vient de se passer, pardon, mais dans tous les cas, les fichiers maintenant sont disponibles. Je veux dire, c'est trop tard. Maintenant, ça a été récupéré. C'est comme la première arme dont il avait publié les plans. Même si on lui a demandé de les retirer, ils ont été téléchargés ailleurs et mis à disposition ailleurs sur le net. Donc c'est ça la magie du net. Et j'irai même plus loin. Excuse-moi de t'interrompre. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'ils sont disponibles, qu'il les a rendus disponibles, et on les a pas vus utiliser justement pour ce qu'on craignait. C'est-à-dire faire passer une arme à feu en plastique dans un avion et l'utiliser dans ce contexte pour pas se faire repérer. Ça fait 5 ans. C'est pas ok. Peut-être que ça arrivera plus tard, mais donc c'est presque un argument pour dire, bah vous voyez, c'est pas la même chose. Oui. Après, il y a la notion. En effet, il va falloir repenser le contrôle des armes. Après, en effet, je pense pas que ça va être Madame et Monsieur tout le monde qui vont fabriquer leur arme à feu chez eux dans leur garage. Mais c'est sûr que ça va faciliter la confection d'armes pour certaines personnes qui n'auraient pas dû y avoir accès et en plus qui ne vont pas être traçables du tout. Donc ça aussi, ça va ouvrir la porte à une non-identification de ces armes-là. Peut-être. Moi, je pense que une personne qui serait prête à imprimer une arme et à s'en servir pour faire quelque chose de vraiment grave pourrait peut-être trouver un moyen d'avoir une arme et de gratter le numéro de série. Mais bon, je pousse un peu le bouchon volontairement, mais... En tout cas, il y a déjà eu un cas aux États-Unis où quelqu'un qui s'est amusé à imprimer des armes à la maison et qui a tué 5 personnes quand même. Donc voilà. Oui, Novembre 2017, un homme de 44 ans qui souffre de troubles mentaux en Caroline du Nord et qui a réussi quand même à faire ses armes lui tout seul, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bon, en tout cas, voilà la question débattue. Bon, je vous avoue que je me suis un petit peu forcé pour aller dans la direction opposée. Il n'empêche que je pense sincèrement que mon argumentation avec The Anarchist Cookbook amène de la nuance à ces propos-là. Mais bon, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Vous, les auditeurs, venez nous dire ça sur le site et dans les commentaires. Ce qui est inquiétant, juste un dernier point, ce qui est inquiétant, c'est que le Cody Wilson a l'air vraiment intelligent, en fait. Et quand on lit un petit peu les articles et ce qu'il avance comme propos, c'est ça qui est encore plus effrayant. Il était quand même étudiant en droit, il s'est quand même séparé de ses 2 premiers avocats qui lui disaient qu'il avait aucune chance contre le département de la justice. Il a quand même gagné. Et il a des arguments malheureusement qui marchent aux États-Unis. Donc voilà, ça serait moins inquiétant si c'était quelqu'un qui était juste mal intentionné. Il veut vraiment juste rendre les armes à feu accessibles à tous à l'extrême. On pourrait en débattre très longuement, effectivement, de ce sujet aussi. The Phileas Club en anglais, si ça vous intéresse, on a un épisode spécial sur justement l'amendement qui donne le droit aux Américains de porter des armes. Un épisode spécial où on parle à des gens qui sont pour, justement, et c'est ça qui est intéressant. Bon, autre sujet qui n'est absolument pas controversé, des robots qui font... Pour être clair, on n'est pas contre, enfin, je ne suis pas contre le fait que les gens puissent avoir des armes. C'est
qu'on puisse avoir une régulation qui permet de vérifier que les truands, les malades mentaux, les jeunes, etc., qui ne sont pas censés avoir accès à des armes, n'y aient pas accès. Oui, c'est important à préciser, effectivement. Et là, ça donne accès, on est d'accord, ça donnerait accès à tout le monde. Enfin, encore plus que c'est déjà le cas aujourd'hui aux États-Unis, parce que c'est un cas particulier. Donc, sujet beaucoup moins controversé, les robots qui font des pizzas. C'est justement une vidéo de notre ami Jérôme Kainborg sur la chaîne Nowtech TV, que Marion connaît bien, qui a été testée la pizza de Pazzi, c'est ça, la société qui fait faire Pazzi, la société qui fait faire des pizzas par des robots. Alors c'est du fast-food, hein, c'est pour automatiser la chose. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est une vidéo que j'ai vue juste après l'article du New York Times sur. Alors c'est un long article qui est assez nuancé, contrairement à ce qu'on pourrait penser et à ce que laisse penser le titre assez clickbaity, qui dit que l'intelligence artificielle et les robots peuvent de plus en plus remplacer les travailleurs, ce qu'on appelle les white-collar workers, donc les travailleurs en chemise plutôt qu'en bleu de travail, le travail intellectuel, on va dire. Et c'est vrai que, comme je le disais, l'article est nuancé. Il dit que il y a beaucoup d'intelligence qui est mise dans l'idée qu'on va aider les gens à prendre des décisions, aider à faciliter le travail. Et je suis du coup curieux de vous demander, que ce soit pour les pizzas dans les fast-foods, c'est un sujet qu'on traite souvent, mais là c'est l'occasion d'en parler un petit peu. Pour les pizzas ou pour le travail qui va être fait pour des gens un petit peu plus qualifiés, est-ce que, une fois pour toutes, est-ce qu'on peut décider, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que ces travails soient de plus en plus faits par des robots? Jeff, tu nous viens de la Silicon Valley, tu vas forcément nous dire que c'est magnifique et qu'il faudrait de plus en plus de robots qui remplacent les hommes, c'est ça? Je pense que j'ai une vue un peu plus nuancée, mais globalement, oui, les robots remplaceront les hommes pour les tâches répétitives où tu peux coller un peu d'intelligence artificielle, de computer vision, etc., etc. Il y a aussi le robot qui s'appelle Flippy, qui fait du burger flipping. J'en avais vu un prototype il y a 4-5 ans, un truc comme ça. Donc la boîte avait construit donc un bras robotique qui faisait du flipping de hamburgers. Et à ce moment-là, c'était super rigolo parce que ça loupait les hamburgers, ça les faisait tomber, etc. Mais tu voyais que la direction était là. Tu avais juste à courir après ton hamburger avec une assiette. Et en fait, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que tu as un ensemble de circonstances qui se rencontrent. Une, c'est la politique d'immigration des États-Unis qui fait qu'on a de moins en moins d'immigrés qui travaillent malheureusement en grande partie dans les restaurants. Donc les restaurants ont du mal à trouver des gens qui travaillent à faire des burgers, etc., etc. Il y a une augmentation des coûts de la vie qui nécessite une augmentation des salaires. Donc on parle d'augmenter l'équivalent du SMIC à $15, puisqu'aujourd'hui c'est 7 ou $8, je crois, et tu peux absolument pas survivre en Californie, surtout à San Francisco, avec ce genre de salaire. Et donc ça veut dire qu'on va essayer de trouver des solutions pour que les jobs qui peuvent être automatisés, que ce soit la prise de commande à la caisse chez McDonald's, qui est en train d'être donc le serveur est en train d'être remplacé par une machine. Et c'est le cas en France aussi, ouais. Il y a de plus en plus de machines automatisées. Et tu vas l'avoir aussi avec toute une génération de robots agricoles qui sont en train de se déployer pour la cueillette des produits. Parce que à ce jour, tu as des endroits où les fruits et les légumes pourrissent parce qu'il n'y a plus assez de gens qui vont les ramasser. Et malheureusement,
on empêche les immigrants de venir travailler ici, mais c'est pas les Américains qui vont aller travailler dans les champs là où c'est super dur, où c'est pas bien payé. Et donc, c'est toujours le problème. C'est un peu un problème de l'œuf et de la poule. Alors, est-ce que c'est les robots qui sont nécessaires ou est-ce que c'est une conclusion logique? En tout cas, les progrès en dextérité des bras robotiques, de la computer vision, de tout ce qui est AI, tu vas avoir énormément d'applications pratiques et on n'a pas fait d'investissement directement là-dedans, mais on regarde ce genre de sujet et il y en aura énormément. Mais tu sais, c'est pas que le travail manuel. On parle aussi de sociétés comme Stitch Fix qui a des conseillers. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous envoient une série de vêtements. Vous vous abonnez au service, vous faites une petite, vous remplissez un formulaire, vous faites une petite, répondez à des questions. Et Stitch Fix vous envoie des vêtements dont ils pensent que vous les aimerez et qui correspondent à votre style. Le truc, c'est que il y a un algorithme qui va guider les stylistes pour vous envoyer. L'idée qu'on pourrait se faire, c'est l'algorithme va vous envoyer les vêtements et vous démerder. En fait, il y a des stylistes qui vont être impliqués dans le truc et qui vont être guidés par l'algorithme et qui vont finaliser le truc. Mais à terme, ça pourrait ne pas être que des gens qui vont ramasser des oranges, tu vois. Ça pourrait vraiment entrer dans des domaines qu'on imaginait imprenables, comme des trucs vraiment du travail de bureau. Marion, toi qui travailles dans un bureau, bien ou pas bien? Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu as regardé un petit peu, c'est les commentaires de la vidéo sur les fameuses pizzas Patsy réalisées par des robots. C'est très symptomatique de la peur qu'on a sur les robots, sur la déshumanisation. Merci Patrick. Voilà, et du coup c'est très symptomatique de cette peur-là, ça cristallise un petit peu autour de ce sujet, et ce que les gens n'ont pas retenu de la vidéo, c'est qu'en fait les robots Patsy donc ne sont pas voués à remplacer les restaurateurs, ne sont pas voués à remplacer les cuisiniers, etc., de la merveilleuse pizza que vous allez déguster au restaurant par soit un grand chef, soit un bon restaurant. Ils sont là pour remplacer soit la pizza congelée, soit la pizza commandée un peu à la va-vite pour un type fast-food ou en ligne, etc. Donc, c'est déjà des pizzas qui n'ont pas d'humain à côté. C'est-à-dire, si vous la sortez de votre congélateur, il n'y a personne qui vous la sert. Il n'y a personne qui vous la prépare. Si vous la commandez en ligne, vous n'allez pas dire que Uber Eats est plus humain qu'un robot qui vous la prépare derrière. C'est sûr que la pizza... Enfin... C'est ce qu'ils disent au début, tu vois. Et puis après, ça va supprimer les humains et ça va être qu'une société entièrement faite de robots. Non, Mais donc, pardon. Vas-y. Donc tu vois, c'est deux choses différentes en fait. Là, on est vraiment sur éviter de gaspiller son temps et son argent sur des pizzas qui sont soit surgelées, soit fast-food pas très très bonnes, où on fait le compromis sur la qualité du produit et mettre plus sur la qualité. Et en effet, se séparer de la partie humaine qui, là, dans ce contexte, permet d'avoir une meilleure qualité de produit. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où le robot fait aussi bien la pizza que ton pizzaiolo du quartier? Eh bien, ce qui différenciera le pizzaiolo de quartier, c'est la pâte, la créativité, où il va réinventer ses pizzas. Il y a quand même ça aussi. Il y a quand même une patte que ce soit un cuisinier, que ce soit un styliste, que ce soit, je sais pas, je vais pas dire un artiste parce que là, ça est différent. Là, c'est plutôt des artisans qui vont apporter leur savoir-faire à leur travail en fait. C'est le discours marketing de Patsy que tu as complètement bu entièrement. Je vois, tu es gagné à leur cause. Il y a un truc quand même qui me paraît important dans tous ces débats qui reviennent systématiquement, c'est cette idée que ça prend le travail des gens et que du coup, on va se retrouver dans une société sans travail. Et c'est marrant que ça revienne toutes les générations. On a le même problème. Alors c'est sûr que au moment T où ça se produit, il y a des gens qui doivent se reconvertir et c'est pas du tout facile. Enfin, va dire justement
j'en sais rien, c'est que du travail pas très qualifié en l'occurrence, mais un styliste qui doit aller se reconvertir pour faire autre chose, c'est peut-être pas super évident. Mais il y avait un exemple qui m'avait frappé, c'était celui des secrétaires, quelqu'un qui parlait justement de ces sujets et qui disait, vous savez, il fut une époque où les gens qui travaillaient dans des bureaux, qui étaient beaucoup des hommes à cette époque, ne tapaient pas leur propre courrier. Il y avait des secrétaires pour faire ça. Et l'automatisation, la modernisation a fait qu'aujourd'hui, un directeur commercial, il tape ses propres emails parce qu'il a son clavier, il peut le faire lui-même et voilà. Et j'ai pas l'impression qu'on se dise aujourd'hui « Oh mon Dieu, quelle était bien l'époque où il y avait des gens qui tapaient les emails de ceux qui étaient trop occupés pour le faire. » Maintenant, 99,9% des gens sont trop occupés, enfin ont la possibilité de le faire eux-mêmes, leur email. Et l'idée, en tout cas, peut-être qu'on arrivera à un paroxysme à un moment, mais l'idée est que, justement, quand on n'a plus besoin de ramasser soi-même les oranges et quand on n'a plus besoin de mettre soi-même la pizza surgelée ou limite surgelée au Pizza Hut dans le four qui fait passer le truc sur des rails, on a peut-être la possibilité, ça libère les mains pour faire d'autres choses. Et c'est l'histoire de la tech finalement, mais la grande question c'est, il y a toujours des gens qui vont dire oui mais un jour ça ira trop loin. Peut-être qu'à ce moment il faudra étudier le revenu de vie, mais je sais pas. C'est marrant parce que tu parles justement des secrétaires qui ont été qui tapaient les emails. Enfin les emails, pardon, les lettres c'était à l'époque. Oui, les lettres, oui évidemment à l'époque. Après on avait les personnel shoppers, donc ces assistants qui achetaient la garde-robe de certaines personnes. Maintenant on a les algorithmes et les intelligences artificielles qui le font également. Mais du coup on va créer, il y aura de nouvelles sortes d'emplois qui vont faire leur apparition et peut-être. Hein. Ouais. On va s'adapter. Est-ce que tu l'as vu, toi, Jeff, dans le temps que tu as déjà passé à la Silicon Valley, ce type d'évolution où, justement, les gens qui n'ont plus de boulot à cause d'un certain type d'automatisation se retrouvent finalement, peut-être pas eux directement, mais il y a une catégorie de travail qui disparaît et qui donne l'opportunité de se développer autrement. C'est l'histoire de la technologie jusqu'à maintenant, mais je suis curieux d'avoir ton témoignage là-dessus, ou est-ce que c'est trop tôt ou... Non, parce qu'on voit l'impact de sociétés comme Uber, comme Lyft, tout ce qui est en fait économie on demand, où t'as eu en fait des déplacements, des jobs qui sont pas forcément super bien payés. On parle toujours de la flexibilité que tu as, mais bon, la réalité, c'est que dans des endroits comme San Francisco ou New York, où la vie est abominablement chère, c'est très difficile de pouvoir survivre avec ta famille si tu fais essentiellement ce genre de job. C'est ça, c'est une sorte de précarisation de l'emploi, parce que... Mais c'est peut-être lié au statut de ce type de boulot, mais pardon, vas-y. Tout à fait, c'est un peu aussi... Enfin, on est aujourd'hui dans une situation aux États-Unis, on n'a jamais eu un chômage aussi bas, puisqu'on est quasiment, je crois, on est sous 4% de sous-emploi, donc ou de chômage, donc ça veut dire qu'on est 5% c'est plein emploi, c'est le turnover, normal. Pour la première fois, le mois dernier, il y avait plus de création d'emplois aux États-Unis ou de demandes d'emploi aux États-Unis que de chômeurs, un truc comme ça. Donc, on est dans une situation qui est vraiment assez nouvelle. Bon, ça ne veut pas dire que ça se passe bien. Il y a quelque chose comme 70 millions d'Américains qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et ça, de toute façon, c'est une time bomb qui va nous péter à la tronche à un moment ou à un autre. Le problème, c'est que effectivement, dans un monde idéal, ce que tu essaierais de faire, c'est d'enlever les tâches répétitives qui sont pas bien payées, qui sont pas forcément créatrices de valeur, où tu mets des robots, de l'IA, etc., et où là où tu avais besoin de 10 personnes, tu as peut-être besoin d'une ou deux. Et puis tu déplaces en fait tout ça vers des jobs qui sont plus à valeur ajoutée. Le problème, c'est que il faut allier une grosse politique d'éducation forte, et malheureusement, on n'en est absolument nulle part. Plus ça va, plus l'éducation aux États-Unis, ça devient un foutoir pas possible, surtout avec la politique de l'administration Trump.
Et donc, c'est là où il y a une énorme tension entre les gens qui ont des jobs qui sont de forte valeur ajoutée, donc l'informaticien, le data scientist, les gens qui font les algorithmes, etc., etc., et puis les gens qui se retrouvent à passer d'un job à un autre, où il y a énormément de jobs, parce que que ce soit Uber, que ce soit Postmates, que ce soit toutes ces boîtes dans le domaine du on-demand, ont créé des millions de jobs, mais ce sont pas des jobs, ce sont des jobs précaires. Mmh. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est tu vas faire un peu de ci, un peu de ça, tu as de la flexibilité, tu peux survivre, mais c'est pas du long terme, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution, si ce n'est que quand tu vois aujourd'hui à San Francisco des tonnes de restaurants où ils ne trouvent pas des cuisiniers, des serveurs, etc., malheureusement, une approche où, pour des choses comme des pizzas ou des burgers, tu mets des robots, ça a du sens. Bon, malheureusement, on n'a pas réussi à résoudre le problème. Je crois qu'on n'est pas tellement plus avancé, ni sur les armes imprimables, ni sur les robots qui font des pizzas. Donc, je vous propose d'abandonner lâchement ces sujets et de continuer dans les news et les rumeurs. Avant ça, je vais quand même prendre une toute petite... Et Jérôme, il a testé la pizza ou il a juste vu... Mais si, il l'a testé. Elle était il bonne. l'a bien mangé, ouais. Il en a pas mangé qu'une, hein. Ah, ça me donne faim tout ça. Et donc, je vais faire une petite pause pour vous parler de Patreon, patreon.com, qui vous permet de soutenir le Rendez-vous Tech. C'est patreon.com/rdvtech. Vous savez que c'est le système de financement le plus sain de l'histoire, puisque tous les choix sont dans vos mains. Vous pouvez aller sur le site, choisir combien vous donnez par épisode, combien d'épisodes vous soutenez par mois. Si vous voulez soutenir, par exemple, à $3 pour 3 épisodes par mois, eh ben vous pouvez parfaitement le faire, et vous pouvez en plus de cette manière soutenir l'émission que vous aimez si vous le souhaitez. Et je dis souvent que c'est le meilleur business model de la Terre, parce que c'est une émission qui est gratuite, qui est disponible gratuitement, qui reste disponible gratuitement, sauf pour ceux qui veulent payer. Donc quel meilleur business model que ça? Quel système plus sain pour les consommateurs? Je sais pas, là je sèche. Donc je vous encourage à soutenir ce type d'initiative. Allez sur patreon.com/rdvtech, comme l'ont fait Fabien Friou, Jérôme Nadir, Clairette67, Alice Roger Verdeau et Miguel. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission. On continue donc avec une nouvelle surface qui a été annoncée par Microsoft. C'est la Surface Go, la tablette qui est à moitié tablette et à moitié ordinateur classique. Elle coûte $399, peut-être un petit peu plus en euros à son arrivée en France. Il y a un port USB-C, un slot micro SD. C'est un Pentium comme processeur qui est pas super puissant, mais qui quand même permet de faire tourner Windows complet classique. Alors c'est Windows S qui est une version un petit peu bridée qui est vendue avec, mais vous pouvez débloquer pour avoir une machine, enfin Windows complet. $400, 400 €, on va dire. Surface Go, version 10 pouces. Est-ce que c'est la surface que tu attendais, Marion ? Moi, j'ai toujours le même problème. Elle me fait très très envie, à part le processeur, où j'ai des doutes. Elle me fait très envie, mais après, là où j'ai le plus de doutes, c'est l'aspect tablette, utilisation tablette de la Surface Go. Toujours un problème avec cette interface complexe, pas si bien adaptée que ça, qui est un PC qu'on essaye de mettre tant bien que mal dans une tablette, et du coup, ça marche pas forcément très très bien. Par contre, une idée, on en avait discuté aussi avec Jérôme dans TechScope, c'est avoir le Shadow et cette tablette. Ça permettrait de booster complètement les performances à un prix assez imbattable. Ça serait assez intéressant avec pour le coup, une tablette très très compacte. C'est vrai que quand tu dis en mode tablette, c'est pas génial, ça pose un problème parce que le prix vient concurrencer l'iPad ou ce type d'appareil, mais l'iPad est conçu pour fonctionner en tablette. La surface, quand même, oui, allez, à la limite, on peut ponctuellement l'utiliser en tant que tablette, mais quand on veut l'utiliser vraiment en tablette sur le long terme,
quand on veut l'utiliser sur le long terme tout court, pas en tablette, il faut rajouter le clavier au minimum, parce qu'on va pas taper sur le petit clavier de la machine à l'écran. Donc il faut au minimum le clavier, et puis il faut débloquer Windows, c'est encore 50 € de plus, le clavier c'est 100 €, etc., etc. Ça finit par monter relativement, et on parle pas du stylet qui est peut-être pas nécessaire, mais ça finit par monter à presque 600 €, et il faut la souris aussi, donc oui, on est au-dessus des 600 €. Oui, je suis d'accord avec toi, je suis un peu déçue par le prix, je trouve ça, c'est trop cher. Pour la configuration, parce que contrairement à l'iPad, c'est pas une tablette qui est conçue pour être utilisée prioritairement en mode tablette. Tout à fait. Ces accessoires sont nécessaires. Donc c'est vrai que le prix est un petit peu en trompe-l'œil, quoi. Ouais. Apple a annoncé une mise à jour de ses MacBook Pro avec, attention, tour de passe-passe, des claviers qui sont beaucoup plus silencieux. Est-ce que les claviers des MacBook Pro étaient pas silencieux ? Je ne sais pas si tu en as acheté un de ces nouveaux MacBook Pro, Jeff, avec clavier super super fin qui se coince dès qu'il y a une petite poussière qui va dedans. Il y a un procès qui est en cours contre Apple. Tu les as, ces nouveaux MacBook ? Non, j'aime pas du tout la nouvelle génération de MacBook, et donc je prie pour que l'ancienne génération de MacBook Pro que l'on a tous au bureau, qui ont des tonnes de câbles et de chargeurs et d'écrans, etc., durent le plus longtemps possible, parce que le moment où un d'entre nous est obligé d'acheter la nouvelle génération avec les ports USB-C, on est foutu, on doit tout upgrader. Ça va me coûter une blinde. Mais c'est le futur, Jeff. Ils ont eu le courage chez Apple d'aller à l'USB-C. Tu te rends pas compte ? Ouais, mais tu vois, j'ai tourné la barrière des 50 ans l'année dernière, et je suis devenu un vieux con. Et donc maintenant, je regarde la technologie sous cet angle-là. Et donc, mon truc, il marche. Là, je le regarde. J'ai mon beau MacBook Pro qui a à peu près 3 ans maintenant, qui est sur sa docking station, qui est avec les câbles, etc. C'est tout beau, c'est tout fort. Et j'ai pas de problème quand je mange des chips des chips qui se coincent dans mon clavier. Donc, je ne l'ai pas fait. Et en fait, les copains ou collègues qui ont cette nouvelle génération de MacBook Pro sont pas forcément super satisfaits. Donc tu attends. Ils m'ont crevé le cœur il y a 8 ans, quand ils ont arrêté les MacBook Pro 17 pouces. Parce que c'était une machine de folie pour jouer à World of Warcraft, je me rappelle. Et donc, non, j'ai pas. J'ai vu par contre qu'ils avaient mis un MacBook Pro à $6,000 sur le catalogue, donc avec un super processeur, un énorme disque et plein de mémoire. Mais $6,400 pour un MacBook Pro, ouf. Oui, bon, c'est quand même la version la plus puissante possible. C'est sûr que c'est pas celle que vont acheter les gens normaux, entre guillemets. On peut faire des PC à ces prix-là aussi, hein, si on y tient vraiment. Mais bon, en tout cas, les claviers sur lesquels on peut pas manger de chips, comme tu le dis très bien, aujourd'hui, avec ce nouveau modèle, vous pourriez, a priori, puisqu'ils ont ajouté un petit film en silicone pour protéger le mécanisme, sans le dire évidemment, parce qu'ils sont en plein procès, etc. Mais j'ai beaucoup aimé cette petite astuce marketing, dire « Ah bah il est beaucoup plus silencieux ». Ils ont dû essayer de chercher un moyen pour corriger le problème des poussières qui posaient tous ces problèmes. Ils ont mis ce petit film en silicone et ils se sont rendus compte que ça faisait pas de bruit. Et ils ont dû se regarder un moment, mais on pourrait dire que c'est plus silencieux et que c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais ouais, t'es trop malin, toi, Johnny. Ah ouais, Tim, vraiment, on est trop fort. Je pense que je peux tout à fait visualiser la scène. Donc voilà. En tout cas, les nouveaux modèles qui sont un petit peu plus puissants, etc., les modèles 2018, ne devraient plus avoir ces problèmes de clavier. C'est déjà ça de prix, on va dire. Apple ou l'art de ne jamais reconnaître une erreur.
C'est ça. Bah là, légalement, ils n'ont pas intérêt à la reconnaître du tout, quoi, parce que. Autre information sur Apple. Apple Music aurait 21,5 millions d'abonnés aux US. Alors c'est que les US, mais quand même. Et Spotify en a 22,5. Donc c'est intéressant de voir que malgré tout le comment dire, l'avance qu'avait Spotify. La force de frappe d'Apple joue, quoi. Il semblerait qu'ils soient en train de gagner du terrain de manière inquiétante pour Spotify, malgré tous les problèmes que pose Apple Music. Moi, justement, je me pose pas mal de questions sur l'avenir de Spotify. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Le truc, c'est que toutes les images que j'avais, c'était peut-être des gens qui sont des technophiles, mais j'avais vraiment l'impression que la plupart des gens se disaient Apple Music, moi j'ai déjà toutes mes playlists sur Spotify, je suis content sur Spotify, ça marche sur plein de devices différents, j'ai pas besoin de m'emmerder avec Apple Music, je reste chez Spotify. Je sais pas, Jeff, t'allais dire quelque chose, mais moi c'était mon impression en tout cas. Ouais, Spotify a quand même une base installée qui est monstrueuse. La force d'Apple, c'est un peu la force d'Amazon. C'est une fois que tu as le moyen de paiement enregistré et que tu as la plateforme, tu peux pousser un peu ce que tu veux. Et c'est tellement facile en fait de prendre de l'Apple Music par rapport à Spotify s'ils te font une promo, bon moment, machin, etc. Je pense que ça m'étonne pas qu'ils aient gagné autant. Je ne sais pas si ça veut dire que sur le long terme, Spotify va se retrouver dans la même situation que Pandora, qui va pas forcément super bien. Donc c'est intéressant de voir donc cette un peu l'hégémonie en fait des plateformes qui se développent autour de différents verticaux, différents produits, quoi. C'est sûr que Spotify, ils peuvent pas se reposer sur l'OS et sur la force de frappe de ces choses-là. Bon, ensuite on parle pas des abonnés, des utilisateurs non abonnés. Il y en a certainement beaucoup chez Spotify et là il y en a pas vraiment chez Apple Music. Donc il y a quand même, et ensuite on ne parle que des États-Unis. Donc c'est peut-être une situation un petit peu différente. Ah oui, il coûte de l'argent cela, donc c'est pas un problème. Oui, c'est vrai que oui, comme tu le dis souvent. Donc d'un côté, tu les monétises par la pub, mais moins certainement. Oui, quand même. Ouais, mais enfin bon, c'est en termes de ça donne la pub. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai. Oui, je pense pas forcément à ça, mais c'est vrai que tu nous le signales régulièrement. Les utilisateurs gratuits, c'est compliqué à monétiser. Donc, si tu peux, si t'en as plein, c'est pas forcément une bonne chose, à moins que ton service soit vraiment très bien monétisé. Tu préfères avoir des utilisateurs payants, moins, mais qui soient payants. C'est bon à retenir aussi, ouais. Ming-Chi Kuo, l'analyste bien connu, semble penser que le Galaxy S10, qui sera très certainement annoncé en 2019 comme chaque année, aurait 3 modèles différents avec 3 tailles, mais surtout les 2 plus gros modèles qui seraient à 6,1 et 6,4 pouces auraient le fameux capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Et que Samsung aurait réussi à implémenter cette technologie, là où Apple, volontairement ou pas, l'a abandonné pour le Face ID. Il semblerait que Samsung ait réussi. Alors, il y en avait d'autres. On sait que c'était déjà... les modèles étaient disponibles, les pièces étaient disponibles. Mais Samsung l'implémenterait vraiment dans son prochain modèle de Galaxy S10. Donc, si vous aimez l'idée d'avoir un écran immense avec un capteur sous l'écran de manière à ce que ça ne gêne pas de l'avoir derrière ou que ça prenne de la place, peut-être que vous devriez attendre le Galaxy S10. Je voulais parler un peu de Elon Musk, qui a l'air d'avoir, comme je disais en début d'émission, un peu perdu les pédales. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire de cave thaïlandaise avec des enfants qui étaient coincés. C'était des caves sous-marines en fait, qu'ils avaient été explorées et puis pour différentes raisons, ils avaient été coincés. Elon Musk a proposé d'aider en construisant un sous-marin qui serait construit spécialement pour ça. Finalement, les équipes sur place ont décidé de ne pas l'utiliser et l'un des consultants qui était un Anglais qui travaillait avec les services locaux en Thaïlande a donné une interview en disant que Elon Musk était une sorte... faisait ça pour la pub.
on sait pas forcément si c'est le cas, mais enfin, faisait ça pour la pub et qui pouvait se carrer son sous-marin dans les fesses. Et qu'ils avaient fait ça avec l'expérience des sauveteurs, avec les plongeurs, etc. Et qu'il est bien gentil, Elon Musk, mais qui rentre chez lui. Bon, pas super courtois, mais il n'empêche que les enfants ont été sauvés et que l'un des sauveteurs a perdu la vie en plus dans cette histoire. Ouais. Elon Musk, voyant cette interview, commence à tweeter « Oui, notre sous-marin allait marcher, on a eu des très bonnes relations avec les sauveteurs et le petit pédophile, là, il peut rentrer chez lui » ou je ne sais plus quel truc, il l'a traité de pédophile. Et c'est l'un des exemples de Elon Musk qui dérape plus qu'un peu. Il a depuis supprimé les tweets, etc. Il y avait eu un exemple il y a quelques semaines dans un Investors Call où il avait été, on va dire, un petit peu brusque. Est-ce que notre idole à tous, Elon Musk alias Tony Stark, est en train de soit il bosse trop et je sais pas, il prend de la drogue parce qu'il réussit pas à soutenir le rythme de construction des Tesla qui comme il l'avait promis, soit ça lui monte à la tête, soit qu'est-ce qui se passe avec Elon. Toi, Jeff, tu connais tout le monde dans la Silicon Valley, t'appelles tout le monde par leur prénom. Qu'est-ce qui se passe avec Elon Musk ? Ben, je sais pas trop, mais effectivement, le côté monte à la tête. Tu sais, il a dit qu'il était de nouveau à l'usine Tesla, qu'il dormait dans son bureau et qu'il se changeait de fringues une fois tous les 5 jours, ce qui est absolument immonde. Je sais pas, franchement. Déjà, le fait qu'il essaie d'être un bon samaritain et qu'il offre l'aide de Tesla ou de SpaceX. En Thaïlande, qu'il offre de payer. On a cette histoire d'eau non potable à Flint, Michigan, où il a offert de payer pour que les gens aient de l'eau potable, parce qu'en gros, ça fait 5 ans qu'ils boivent de l'eau avec du plomb, où il y a presque 1000 fois plus de plomb que normal. C'est bien, mais sa réaction est complètement incompréhensible. Et en plus, objectivement, quand tu vois les vidéos qui ont été prises par les sauveteurs du système de grotte par quoi il devait passer, par lequel il devait passer, où en fait il n'y avait même pas assez de place pour que les plongeurs passent avec leur bouteille, où il fallait qu'ils enlèvent la bouteille du dos devant eux. Je veux dire, c'est impossible qu'un truc rigide passe. C'était évident. Je sais même pas d'où est venue l'idée de faire une espèce de contraption qui serait rigide, parce qu'il fallait en gros plier les diamants en deux pour les faire passer au travers de ce truc-là. Donc bon, bref. C'est pas il y a un peu de. Ouais, pardon. Mais Tony Stark, il se la joue un peu là. Et franchement, sa réaction est absolument inadmissible, parce que c'est des mecs qui ont risqué leur vie pendant 3-4 semaines pour que les gamins ressortent vivants, et ça aurait pu se terminer en catastrophe. Malheureusement, un des SEALs, Ty, a perdu la vie, mais ça aurait pu être encore pire. Et donc, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, on est vraiment dans une. Enfin, d'ailleurs, la plupart des gens, à part des sortes de fanboys un peu fous, ont vu ça atterrer et on comprend pas, quoi, parce que en plus, c'est vrai qu'on a un petit peu pas idolâtré, mais idolaïfié. Enfin, on l'a transformé en une sorte d'idole, Elon Musk, et ses intentions sont certainement pures, mais ça trahit. Je crois que c'était dans le This Week in Tech cette semaine où il parlait de ce syndrome du super génie de la Silicon Valley qui pense qu'il peut tout corriger, qui peut corriger tous les problèmes, et qui fait pas confiance à l'expérience, qui fait pas confiance à l'expertise un peu chiante, qui est pas move fast and break things, mais qui s'acquiert sur des dizaines d'années. Et on a ce syndrome effectivement chez un certain nombre de ces milliardaires de la Silicon Valley. Et c'est entre le manque de respect et la vanité, quoi. Et très certainement, quand on voit ce genre de réaction de Elon Musk, c'est décevant et on se dit, il faudrait peut-être se remettre un petit peu les pieds sur terre, que ça soit pour lui ou même pour d'autres. On a vu beaucoup de milliardaires essayer de faire des choses pour corriger les problèmes du monde, et c'est bien qu'ils essayent, mais peut-être avec un petit peu plus d'humilité, je crois.
Et on est en train de voir ce tournant dans l'histoire de tous ces gens, en fait, de tous ces génies de la technologie. À l'époque de Steve Jobs, ils savaient rester dans la technologie. Ils font tous plus ou moins, font tous des erreurs en pensant bien faire. On pense il y a quelques années, quand Mark Zuckerberg a donné $100 millions à un school district sur la côte Est, en New Jersey, je crois. C'est ça, oui. Il a cramé $100 millions, ça n'a rien amené, ça a créé plus de bordel qu'autre chose. Je pense que maintenant, avec l'approche qu'il a avec la Chan Zuckerberg Initiative, il va donner des milliards de dollars. Il a donné des milliards de dollars et a priori, ça a l'air un peu plus efficace. Je pense que Bill et Melinda Gates sont les rôles modèles dans le domaine. Je pense que Mark Benioff de Salesforce fait aussi énormément de choses. Et en fait, ce que j'admire, c'est les gens qui font beaucoup de choses et qui n'en parlent pas. Ouais. Exactement, en fait, je pense qu'il y a ça c'est une vraie différence. C'est ça qui est un petit peu agaçant avec Elon Musk. Hein. Tu utilises en fait tes milliards pour une bonne cause, tu en parles de manière à inspirer, à reporter, à faire avancer le schmilblick, mais t'as pas besoin, c'est pas ton trip quoi. Moi c'est là où j'admire énormément ce que font les Gates et ce que font les Zuckerberg, c'est qu'ils essaient vraiment d'utiliser leurs moyens, aussi bien argent mais aussi accès à la technologie, pour améliorer des causes qui sont à l'échelle planétaire. Donc, je pense que c'est ça qu'il nous faut. Elon Musk, Tony Stark, oui, mais là, clairement, il a pété une conduite et péter un conduit, il faut qu'il revienne sur Terre, quoi. Une durite même qu'il a pété. Après, c'est pas pour rien qu'on le compare aussi à Tony Stark. Hein. Il a toujours eu cet aspect où il aimait bien être sur le devant de la scène aussi. Hein. C'est vrai, oui, c'est vrai que ça sort pas de nulle part. Mais en fait, c'est surtout s'il n'avait pas traité de pédophile, sans aucune raison. Enfin, on sait pas d'où ça sort. Peut-être que c'est parce qu'il est en Thaïlande ou j'en sais rien, mais enfin, c'est incompréhensible. Et c'est pour ça que je me dis, mais est-ce qu'il prend de la drogue? Est-ce qu'il était bourré? Alors que ça lui fasse mal que le type dise, ouais, son sous-marin, il aurait jamais pu marcher, il peut se le carrer au cul. Ok, que ça lui fasse mal, d'accord. Mais enfin. Bon, c'était pas forcément super. Enfin, il aurait pu ne pas dire parce que ça fait mal. Mais et personne parle de ça parce qu'en gros, c'est le mec qui a un peu commencé l'insulte le premier, mais la réaction est complètement démesurée. Je crois qu'il a été frustré, le sauveteur, par le fait que Elon Musk est arrivé justement avec son manque d'humilité en disant « Ouais les gars, c'est bon, on va tout réparer, j'ai une idée, je vais faire un sous-marin !» Et le type qui était dans une situation où il y avait des vies qui étaient en danger, il voit le clown qui débarque et il dit « Mais les gars, 2 secondes, on sait ce qu'on fait, on connaît notre boulot, ça va prendre du temps, on va le faire patiemment et on va le faire de la manière sérieuse. » On va pas jouer les James Bond avec un sous-marin une voiture qui se transforme en sous-marin, quoi. Donc je crois que c'était dans cette. Enfin bref, c'était intéressant à noter et surtout la réaction d'Elon Musk qui était. Bref, à suivre. Bon, les derniers sujets rapidos. YouTube qui est en train de mettre en place son copyright match. Qu'est-ce que c'est le copyright match? C'est en fait le système Content ID, mais pour des YouTubers avec des chaînes de taille un petit peu plus modeste que ceux qui ont accès au Content ID. Qu'est-ce que c'est que le Content ID? C'est un système qui analyse toutes les vidéos qui sont mises sur YouTube et si une vidéo contient un contenu qui a été enregistré par un ayant droit, cet ayant droit est notifié et il peut choisir ce qu'il fait sur cette vidéo, la supprimer, la démonétiser, ou je sais plus, il y a plusieurs options possibles. Le copyright match, c'est donc ce même système pour les chaînes qui ont plus de 100 000 auditeurs, plus de 100 000 abonnés. Ils vont l'étendre à plus de chaînes à l'avenir. Mais donc, ces chaînes vont de la même manière qu'avec le Content ID pouvoir être notifiées quand une
autre chaîne va utiliser du contenu qu'ils ont uploadé en premier et qu'ils ont identifié comme en étant les propriétaires. Et à ce moment, ils auront un petit peu moins de choix que les ayants droit, mais ils auront le choix de démonétiser la vidéo. Et ils pourront pas en fait s'approprier les bénéfices de la vidéo, ce que peuvent faire les ayants droit, qui sont donc des plus grosses entités. C'est assez intéressant, j'ai trouvé, parce que toi, Marion, qui gère une chaîne qui est en train de grossir quand même pas mal, qui a plus de 100 000 abonnés avec Jérôme, je sais que vous avez sur YouTube toujours eu cette peur du Content ID et que l'attitude face aux ayants droit était plutôt négative. C'était quand même, ils nous font chier avec leur démonétisation, ils nous prennent notre argent, machin. Je me demande si aujourd'hui que les tables tournent un petit peu, comme on dit en anglais, que les rôles sont pas inversés, mais enfin qu'on a un nouvel angle, vous avez le pouvoir aujourd'hui de supprimer la monétisation d'une vidéo qui vous appartient. Est-ce que tout à coup, cette affaire de Content ID ou Content ID-like, c'est pas en fait plutôt cool ? Ce qu'on avait reproché à l'époque sur la gestion du Content ID, c'est surtout dès le claim, enfin dès la réclamation de l'ayant droit, tout l'argent était bloqué et allait directement à l'ayant droit, sans avoir un moment de réflexion pour garder l'argent quelque part dans un espace neutre, en attendant d'avoir la décision finale de YouTube pour pouvoir trancher entre les deux parties. Et du coup, ils l'ont changé depuis, hein, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait, mais c'est ça qui nous a beaucoup bloqué pendant pas mal de temps, parce que du coup, c'est un système qui était utilisé par pas mal de personnes qui s'amusaient à réclamer des vidéos lorsqu'elles sortaient. C'est là où on monétise le plus. Faut pas l'oublier, c'est là où on fait le maximum de vues. Et donc du coup, c'était très compliqué de monétiser ce type de vidéo quand ça arrivait. Et en plus, on n'était vraiment pas à l'abri. Et quand en plus, on essayait de se faire entendre de la part de YouTube, si YouTube disait que finalement, on n'était pas dans nos droits, on pouvait se faire supprimer la chaîne au bout de 2 ou 3 fois. Donc on était vraiment sans pouvoir par rapport à ce type d'événement. Là, du coup, c'est pas vraiment évidemment, ça sera très très utile, mais encore une fois, c'est important de prendre en compte les deux parties qui font la réclamation. Ouais. Moi, je me demande si on va pas avoir, si par exemple, je mets une vidéo qui a un petit contenu qui est identifié comme étant du contenu de Nowtech. Nowtech, bon, vous allez pas vous poser de questions. Hop, démonétisation ou déréférencement. Moi, si j'ai un truc à dire, à qui je vais... Enfin, ça va être le même problème que quand vous aviez un truc à dire à YouTube. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'intéresser à chaque vidéo démonétisée avec ses petites mains. Je pense pas que les choses, tout à coup, se transforment. Ou au contraire, ça va faire encore plus de cas à traiter et ils vont être tout aussi inaccessibles, non ? Ouais, je pense aussi. Du coup, après, le problème, c'est que il se pose même pas la question de à qui le contenu est, c'est le premier qui upload le contenu. Ouais. Et enfin, dans tous les cas, moi, je sais pas, j'ai vu des gens dire oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent nos vidéos, qui font des copies éhontées, et donc maintenant on va pouvoir les bloquer. Et ce qui m'amuse, c'est d'entendre ça et d'entendre exactement le même discours de la part des ayants droit depuis des années, qui disent mais enfin nous on a des vidéos, on a des petits malins qui s'amusent à les copier et nous on peut rien faire, donc maintenant qu'on a le Content ID on va pouvoir les bloquer, les démonétiser, machin. Et c'est exactement ce qu'ils disaient. Donc je sais pas, toi c'est pas ce que t'as dit à l'instant, donc peut-être que c'est pas le cas, mais c'est un truc que j'ai beaucoup entendu, donc bon, après je pense que là où on râlait pas mal aussi, c'est que des fois on fait la promotion de contenu, et donc pour faire la promotion de contenu, en effet, on a besoin de montrer un extrait. Et du coup, il y avait une sorte d'application un petit peu bête et méchante de ce genre de règles. Et donc du coup, c'est un petit peu cocasse quand tu souhaites faire la promotion d'un jeu vidéo, etc. Et qu'en fait, tu te fais ban, enfin tu te fais bloquer ton contenu parce que tu utilises la musique de l'un ou tu utilises quelques images promotionnelles qui étaient promotionnelles, donc vraiment à cet usage-là. Et tu te fais bloquer ton propre contenu. Donc du coup, tu arrêtes de faire ce genre de vidéos. Tu arrêtes de faire des jeux vidéo sur les applications, c'est ce qu'on a fait, sur des jeux, etc. C'est ce qu'on a fait également. Bon, à voir si ça se passe de la même manière. C'est à plus petite échelle, donc peut-être que ça sera un petit peu différent.
Et donc voilà pour les sujets qu'on voulait traiter aujourd'hui. Il y aurait eu d'autres choses à couvrir. Adobe qui est en train de développer une version entièrement fonctionnelle de Photoshop sur iPad. L'Allemagne qui a jugé que dans le cas d'un décès, Facebook devait donner accès au contenu aux gens qui survivaient à la personne décédée. Epic qui donne beaucoup d'argent aux gens qui utilisent son marketplace, ça on en parlait dans le rendez-vous jeu enregistré il y a peu, donc vous pouvez écouter ça là-bas, et plein d'autres sujets qu'on traitera peut-être à un moment, mais pour le moment la fin de l'émission approche, donc j'aimerais vous donner à tous les deux l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver sur l'internet. Commençons par Jeff. Je suis Jeff sur Twitter, c'est tout. Simple, rapide, efficace, magnifique. J'ai quand même dans cette émission 2 invités réguliers qui ont des prénoms sur Twitter. C'est quand même un gage de qualité technophile, je pense. Entre Cédric et Jeff, ça fait 2 qui ont leur prénom. Je trouve que rien que pour ça, l'émission a prouvé qu'elle était vraiment une émission de qualité dans la revue de la tech, quoi. Est-ce que Cédric a réussi à ce que sa chair et tendre ait son prénom sur Twitter aussi? Non, je crois pas, non. Toi, tu l'as eu? Yep. Ah, Yep. pas mal, ouais, très bien. Mais ça, c'est le problème quand on se rencontre après la création de Twitter, c'est déjà foutu. Marion, pour toi, où on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur la chaîne Naotech sur YouTube ou tout simplement sur Twitter à Aisea Design. Et le lien sera dans les notes de l'émission parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile à épeler. Donc vous pouvez retrouver ça dans les notes de l'émission, et si vous n'avez pas appelé Jeff, c'est disponible dans les notes aussi. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram. J'avais partagé d'ailleurs sur Instagram TV l'ambiance de la Finlande, là où je suis maintenant. On en parlait, je sais plus si c'était avant l'émission ou après qu'on ait commencé à enregistrer, mais même Marion a trouvé ça quand même d'une beauté époustouflante. Je crois, c'est pas exactement les termes que tu as utilisés, mais je paraphrase. Il fait super beau. Non, c'est magnifique avec les petits roseaux dans l'eau. Là, tu nous fais rêver là. Avec la pollution de Paris, nous. Oui, ça va changer l'image que vous avez de la Finlande, je pense. Donc c'est Twitter, Facebook et Instagram. Et bien sûr, vous pouvez retrouver l'émission sur frenchspin.fr et la soutenir sur patreon.com/rdvtech. Comme je l'ai expliqué, comme je l'explique à chaque fois, c'est le moyen de soutenir l'émission. Il n'y a pas d'autre monétisation pour l'émission. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de soutien de société. Il y a même pas, je reçois même pas d'échantillons ni quoi que ce soit. Moi, j'ai construit un mur entre les sociétés dont je parle et l'émission. Et pour soutenir ce genre d'initiative et pour soutenir le business model magique où vous faites comme vous voulez avec l'argent que vous voulez donner, vous pouvez le faire sur patreon.com/rdvtech. N'oubliez pas que vous pouvez aussi conseiller l'émission à vos amis et vos collègues. C'est toujours un bon moyen de rester au courant. Et écoutez, pour le prochain épisode, ça sera dans une semaine évidemment. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous à ce prochain épisode. Ciao à tous, merci à tous, au revoir. Ciao. Salut. Wow.